Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. La Polynésie a franchi la barre des 1000 cas positifs au coronavirus et déjà 2 morts. Quelles sont les précautions prises par les pompes funèbres en cas de décès lié au Covid-19? Vous allez le découvrir dans un instant. Et plus que jamais, des mesures doivent être prises pour protéger nos seniors. Immersion dans la maison de retraite des Oréades à Pamat Hills, où les restrictions sanitaires sont de rigueur. Direction ensuite Huahine, où l'hôtel Mait Lapita a adopté des robots à UVC pour désinfecter les surfaces contaminées par le coronavirus. Quels sont les autres moyens innovants employés par l'hôtel pour lutter contre la Covid? Avec nous en direct, Jacques Damour et son invité nous dira tout. On vous retrouve tout à l'heure, Jacques. Enfin, on termine avec des vacances qui commencent bien pour le PEL de Papeete. Le centre aéré de la commune accueille 150 enfants des quartiers pour une semaine de loisirs et de découvertes. Et on ouvre avec l'actualité sanitaire et ce chiffre à laquelle on s'attendait. 1037, c'est le nouveau bilan des cas positifs de Covid-19 recensés depuis le 15 juillet en Polynésie. Plus de 600 ne présentent plus de symptômes de la maladie, mais 425 patients sont toujours actifs. Autre chiffre important, le nombre d'hospitalisations est passé à 16. 3 sont au service de réanimation. Et après les 2 premiers décès liés à la maladie, intéressons-nous aux mesures prises pour les obsèques. Du côté des pompes funèbres, les agents ont reçu des recommandations des autorités sanitaires, notamment pour leur propre protection. On voit cela avec Caroline Fari et Patrick Zinzi. Premier décès lié au coronavirus et première précaution à prendre pour les agents des pompes funèbres. En 27 ans de métier, Julienne n'avait jamais eu affaire au cas de Covid auparavant. On a des armures, bien sûr, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds. Il y a des combinaisons, il y a des gants, il y a des masques et vraiment équipés pour ça. Le défunt ne bénéficie d'aucun soin funéraire ni de toilette mortuaire, tout juste un drap imbibé d'eau de javel. Le corps est déposé dans une housse avec une mise en bière immédiate et une fermeture du cercueil sans présentation à la famille. Et c'est bien ce dernier point qui, pour Julienne, est le plus délicat à gérer. Police municipale et gendarmes font partie de la procédure. On joue aussi le rôle de psychiatre ou de la psychologue pour aider justement à comprendre dans quelle situation ils sont là aujourd'hui dans le cas du Covid. C'est-à-dire les mettre en abri et puis vraiment les aider à comprendre de la situation qui leur arrive. La convention a été faite comme ça, c'est-à-dire dès qu'il y a un cas de Covid, la police municipale dans chaque commune doit intervenir avec la gendarmerie. C'est-à-dire c'est vraiment de nous protéger aussi parce qu'il y a des familles qui sont un peu dans les émotions, alors il y a des familles qui sont un peu impulsives. Mais pour Julienne, le Covid est bien moins effrayant qu'une autre maladie circulant encore en Polynésie contre laquelle elle se fait régulièrement vacciner. La maladie que moi j'ai toujours été confrontée depuis ma carrière de pompe funèbre, c'est bien la tuberculose. C'est vraiment un cas pour moi dangereux en premier lieu pour moi personnellement et c'est un cas vraiment contagieux. Le funéraire, un métier à risque pour les 14 opérateurs de pompes funèbres du territoire. Voilà, et puis sachez que les funérailles d'une personne qui décède à cause du Covid-19, eh bien, cela coûte 395 000 francs pacifiques. Et plus que jamais, en cette période de Covid-19, les seniors très vulnérables méritent une attention particulière. Dans le centre pour personnes âgées que vous allez voir, les services et les sorties ont été réduits au minimum et les visites des familles ont été réorganisées. Heidi Enko et Hiro Terurutua. Les gestes barrières sont devenus des réflexes dans cette maison de retraite, tout comme le port du masque. Un protocole mis en place depuis l'arrivée au Fénois de la maladie. Mais aujourd'hui, plus question de confiner les résidents. En effet, lors de la première vague, les familles avaient dû se résigner à utiliser des écrans pour se parler sans aucun contact direct. Pour la première fois, on avait quand même constaté une grosse baisse de morale chez les résidents, le fait de suspendre les visites et les sorties. Et on n'a pas voulu reproduire ce même schéma. La personne âgée est très vulnérable, mais il est surtout très vulnérable aussi au niveau psychologique. Et ce qui est ressorti principalement, c'est que moralement, il y a vraiment une très très grosse détresse suite à cet isolement.
Donc avec Emmanuel, mon directeur, nous avons décidé pour la deuxième vague d'être un petit peu moins rigide par rapport à toutes ces mesures qu'il fallait prendre. Donc laisser une espèce de liberté aussi pour les visites. Ainsi, des petits îlots ont été aménagés à l'entrée et sur la terrasse, en plein air pour faciliter les échanges avec les proches. Car si pour les résidents le masque n'est pas obligatoire, il l'est pour tous les membres du personnel comme pour tous les visiteurs. On a demandé aux familles de ne plus rentrer dans la structure et de ne plus se rendre dans les chambres pour effectivement limiter la proximité avec les résidents et éventuellement déposer un petit peu le virus partout. Avec une moyenne d'âge de 80 ans chez les résidents de cet établissement, le protocole mis en place plus souple que lors de la première vague assure ainsi non seulement leur sécurité sanitaire, mais aussi et surtout leur bien-être psychologique. Et la vigilance reste de mise. Les clusters se diffusent plus vite qu'on ne détecte, a affirmé ce matin le docteur Lam Nguyen, médecin épidémiologiste à la direction de la santé. On l'écoute dans le cadre de l'invité café. Lorsque vous rentrez en interaction avec d'autres personnes, oui, il faut porter les masques parce qu'il a été démontré par diverses données cumulatives que le masque protège. Ça, c'est un fait. Il faut donc également le porter systématiquement en milieu scolaire. Oui, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, la faisabilité dépend de l'âge des enfants. Mais je pense qu'il faut garder à l'idée que l'idéal est de pouvoir porter les masques, même pour les enfants, oui, si c'est possible. Et à partir de quel âge ? Ça, il faut essayer. Je n'ai aucune expérience du port de masque chez les enfants. Mais je pense que si on présente aux enfants le masque comme une sorte de jeu, les enfants aiment bien tout ce qui est jeu. Donc, il faut essayer. Alors ici, donc, en Polynésie, nous n'avons qu'un seul service de réanimation. La question est de savoir si ça suffira en cas de saturation. On a un certain nombre de lits de réanimation ainsi que des appareils respiratoires pour faire face. Maintenant, dans l'éventualité d'une saturation, ce n'est pas non plus du jour au lendemain que ça va se saturer. Enfin, nous espérons. Donc on pourrait à ce moment-là imaginer faire appel à la France pour nous apporter le matériel et le personnel nécessaire pour faire face à la situation. Et demain, il sera question de la prévention contre le cancer dans l'invité café en radio. Natacha Helm, présidente du comité de la Ligue, viendra nous parler de l'importance du dépistage précoce. Je vous le disais en titre, pour éviter la propagation du coronavirus, pourquoi ne pas opter pour la désinfection par UVC ? À Huahine, l'hôtel Maït El Lapita a décidé justement d'innover à la place des chiffons et produits stérilisants. Le personnel dispose maintenant de robots ultraviolets C pour désinfecter les surfaces. Le reportage sur place d'Ina Suraveinu et Jacques Damour. Zaya est ici pour quelques jours de détente. Arrivée avec son masque en tissu, crise sanitaire oblige, elle ne s'attendait pas à se voir remettre un kit supplémentaire de protection sanitaire. Alors, Madame Becker, je vais vous remettre ce petit boîtier. Il sert à désinfecter en fait votre matériel en champ. Il est très simple d'utilisation. Vous appuyez ici. Vous avez la lumière. Passez votre main, comme ça. Ensuite, vous passez sur votre matériel, comme ceci. Finalement surprise, mais contente que l'établissement hôtelier innove pour la protection et la sécurité sanitaire de ses clients. En fait, je ne m'attendais pas à avoir de boîtier ce matin. C'est vrai que je m'attendais à avoir une carte en rentrant dans mon bungalow. On m'a remis par la réception un boîtier pour désinfecter des matériels en chambre. Comme le téléphone et les télécommandes de la télé, de la clim. On a des protocoles qui sont communs à la chaîne, à toute notre chaîne, Maïtei. Et par contre, dans l'hôtel, pour l'instant, on est précurseur et donc on a des nouveaux outils comme le masque, par exemple, et le stérilisateur à UVC. 3 appareils composent ce kit, un robot et une boîte de désinfection et un masque de protection type FFP2 en silicone réutilisable avec un filtre jetable et recyclable.
Ces masques ne sont actuellement pas encore diffusés, sauf effectivement à l'hôtel L'Apita ou dans mes sociétés où je les ai distribués auprès de mes salariés, mais ils seront bientôt disponibles dans un certain nombre de pharmacies, donc sur lesquelles les gens pourront venir les acheter. Depuis la reprise des vols internationaux et malgré ces mesures innovantes et rassurantes, tant pour le personnel, les touristes et les locaux, la fréquentation n'atteint toujours pas un seuil satisfaisant au grand désarroi du maître des lieux. Et on retrouve Jacques Damour en direct de Huahine avec peut-être d'autres moyens innovants pour lutter contre la propagation du coronavirus. Jacques. Oui, bonsoir. Effectivement, on vient de le voir dans le reportage Chiquita. Ces objets ont été mis en service, figurez-vous, aujourd'hui même. Et les clients de l'hôtel qui sont arrivés ce matin ont pu donc bénéficier et découvrir ces objets. Alors, juste à côté de moi, j'ai le propriétaire de l'hôtel, donc qui est à l'origine de cette procédure. Bonsoir, Monsieur Tramani. Alors, dites-moi, comment vous est venue l'idée d'apporter ce surplus de protection, finalement ? En fait, dès le mois de février, on avait eu une demande pour trouver des masques réutilisables. Et donc, on a travaillé dessus. Et il se trouve que j'avais la connaissance donc, des masques en silicone qui sont utilisés dans les respirateurs, par exemple pour les gens qui ronflent, des choses comme ça. Et donc, on a travaillé avec l'usine pour mettre au point des masques. Ça a été le premier objet sur lequel on a travaillé. Avec aussi donc, la possibilité d'avoir des filtres FFP2. Donc, il nous a fallu à peu près 2 mois pour certifier nos filtres, qui puissent être FFP2, KN95, N95, ce qui veut dire 95% de filtration. Le deuxième objet sur lequel on a travaillé, c'était la boîte de stérilisation, parce qu'on s'est bien rendu compte que le virus, il y a les voies respiratoires et puis il y a le contact, donc il fallait aussi éliminer le problème du contact à travers les boîtes de stérilisation et le robot. Alors, particularité, c'est que vous avez quand même axé ces produits en rapport avec la protection de l'environnement. Oui, c'est un point extrêmement important. Ce que l'on a fait, il y avait 3 objectifs quand on a mis au point les masques. C'était l'efficacité, donc d'avoir une filtration à 95%, pas de fuite, on peut porter des lunettes. C'était ensuite le coût, puisqu'un filtre qui est plus petit coûte moins cher. Et enfin, le côté développement durable, on fait beaucoup moins de déchets, puisque nos filtres sont 5 à 6 fois plus petits qu'un masque jetable. Alors, ces produits seront disponibles au grand public très rapidement ou il vous faudra un petit peu de temps afin d'approvisionner ? Oui, on a une première petite approvisionnement, mais l'approvisionnement le plus important sera ici, première quinzaine de novembre, et donc sera disponible au public. Comme on l'a vu un petit peu dans le reportage, mais d'une manière générale, vos clients apprécient ces mesures supplémentaires ? Oui, je pense pas trop d'inquiétude ? Non, je pense que bien évidemment tous les hôtels font preuve de beaucoup de responsabilité avec les mesures sanitaires qui ont été préconisées. L'idée que l'on a eue, c'était que le client a parfois besoin de faire par lui-même pour être sûr que c'est bien fait, et la mise à disposition donc, de ces produits leur permet d'être parfaitement rassurés. Voilà, Chiquita, donc vous avez vu que rien n'arrête un petit peu les professionnels du tourisme pour tenter de lutter cette progression du coronavirus. Et c'est donc une belle innovation qu'avec ces nouveaux produits offerts à tous les clients de cet hôtel. Merci beaucoup Jacques Damour ainsi qu'à Ignacio Raveino et votre invité. Retenez donc que ces produits seront disponibles fin novembre dans les pharmacies des îles sous le vent, des Marquises et aussi de Tahiti. Au chapitre des faits divers, maintenant, le JRCC recherche activement un voilier de 23 mètres baptisé Jet France. Le bateau à coque blanche a quitté le 7 août Nouméa pour la Polynésie française, mais n'a plus donné de nouvelles. 4 personnes se trouvent à bord. Le JRCC qui demande à tous les navires sur zone d'exercer une veille attentive pour retrouver un signe de ce navire. Et puis cette formation innovante dispensée par la CNAM aux Marquises, où les métiers du numérique se développent. Et ce sont 10 stagiaires sélectionnés sur Nukuhiva qui ont décroché cette formation gratuite de 2 mois. Le but étant de les initier au métier du web et notamment au codage numérique entièrement financé par le pays. Les participants devront présenter à la fin un projet créatif avec leurs attestations de réussite en poche. Eh bien, ils pourront envisager d'autres cursus universitaires ou autres, comme nous l'explique Vaiheri Ginest au micro de Marie Curva. On aura des apprentis qui auront acquis des connaissances dans le domaine du numérique, dans le domaine du métier du codage, notamment dans la partie web, application mobile et l'algorithmie. Donc ça va servir
à notre population marquisienne pour pouvoir créer des sites web, améliorer une page Facebook certainement, et peut-être proposer leurs services en créant une application mobile. Voilà un mot de politique dans ce journal avec le Tavana de Mopiti Wellington Rofoore qui menaçait de sortir de la communauté de communes de Hawaï lors de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Te Vaitoa où sa sortie devait être débattue et décidée en présence d'une trentaine de personnes. Finalement, les amitiés ont fait que le Tavana de Mopiti continue sa route aux côtés de ses homologues de l'archipel des îles sous le vent. Reste à savoir comment sera réparti les 20 millions de francs de dotation de l'État. Pour l'heure, le Tavana se réjouit d'obtenir enfin un conseil décentralisé sur son île. Dans 2 mois, on l'écoute au micro de Julien Vesco. Bon, nous avons quand même donné certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faudrait évidemment se concerter avant de prendre quelques décisions que ce soit, et il me semble que c'est bon pour la continuité de notre communauté. C'est ça l'intérêt d'être dans la communauté, c'est de travailler ensemble et de décider ensemble et non pas le contraire. Environnement maintenant à Reiatea avec un projet de recyclage des déchets verts initié par la communauté de communes de Hawaï, lancé par Thomas Mutam, le Tavana de Taputapuatea il y a plus d'une quinzaine d'années. L'utilisation des déchets verts pour en faire donc du compost séduit d'autres communes qui ont commencé à faire leur stock dans des hangars. On écoute cette réaction micro de Julien Vesco. À cet hangar, on n'a pas encore fait du compost, c'est du paillage. Du paillage parce qu'on doit faire des conventions avec les éleveurs de poules pondeuses pour récupérer les fientes et ensuite faire le mélange pour avoir du compost ensuite, par la suite. C'est pour éviter de faire du gaspillage et récupérer tout ce qu'on fait comme élagage et tout ça et ensuite faire en profiter les éleveurs, les agriculteurs. En cette période où les baleines viennent mettre bas dans les eaux chaudes et limpides du Finnois, une baleine à bosse en difficulté a été aperçue traînant une balise de pêche. Malgré les efforts des agents de la DIREN qui n'ont pas pu lui enlever les cordages, la DIREN attire l'attention de tous sur l'importance de respecter l'environnement des cétacés. Un peu de joie et de gaieté pour les enfants qui, en cette semaine de vacances, ne sont pas privés de centres aérés à Papeete. Mesures sanitaires obligent, les groupes sont légèrement réduits. Cette semaine, ils sont 150 âgés entre 6 et 12 ans à profiter des plaisirs de la plage, mais pas seulement. Une manière de gagner, bien sûr, en sociabilité et de lutter contre l'oisiveté. Stéphane Ratino et Marcel Bonneau. Au centre de vacances, l'on fait vite connaissance. Certes, il y a la magie de l'enfance, mais aussi le passage des heures. Il est aussi léger que des gouttes d'eau un jour de grand soleil. Là où les journées sont parfois longues, à la maison à ne savoir que faire, ici les activités sont plutôt débordantes. Le temps à la saveur du vivre, copains-copines, dans la douce insouciance des vacances. Comme il y a ce cas, on ne peut pas prendre nos belles vacances. À cause de la Covid? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais habituellement? Moi, des fois, tous les vacances, j'allais à Ribatara avec ma mamie. Ah. Et là, tu es obligé de rester ici? Oui. À cause de ce Covid, Et tu prends du plaisir à la piscine avec les copines, bien sûr. On va profiter de la colonie, on va profiter de ces belles vacances. On va jouer et s'amuser. On joue avec nos copines, on s'amuse, on se dispute. Oui, pas. Souvent on se dispute. Et le maïs, c'était très bon. Animés par la ville de Papeete, ces centres de vacances sont destinés aux quartiers prioritaires. 1000 francs la semaine pour une palette de loisirs, donnant place au sport et au socio-culturel. Ici, nous sommes avec les enfants de la mission et de Titi Oro. Certains sont des habitués de ce rendez-vous récréatif. Paddle, va'a, des regards entre costauds et première fois. Je viens faire du paddle et puis du va'a. C'est la première fois ou tu en as déjà fait? Déjà fait. Ça te plaît? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît? Pourquoi? Les deux. C'est dur. Parce que c'est notre première fois qu'on vient faire. C'est la première fois? Oui. Et tu as peur ou pas? Ouais, moi aussi. C'est quoi les vagues? Il y a du vent en plus, hein? Oui. En plus, il y a le courant aussi. La pratique. Et les moniteurs sont sympas? Oui. Les enfants, si vous êtes fatigués de nager, n'hésitez pas de venir sur le côté. Lutter contre l'oisiveté, cet ennui, parcourt les rues les jours sans école. C'est une des missions inscrites dans le plan local d'éducation. Occupé certes, mais plus encore, créer les conditions d'une sociabilité et participer à la valorisation des enfants. Car derrière l'esprit ludique, la dimension humaine, donner des clés pour aller
vers l'âge adolescent. Au travers des activités qu'on met en place, on met en avant toutes ces valeurs de respect, d'échange, de cohésion entre les enfants d'un même quartier et même d'autres quartiers, parce que on favorise aussi des rencontres interquartiers, et donc ce qui permet de mettre en avant effectivement cette cohésion sociale. Forger des valeurs collectives sans s'en rendre compte, ainsi le temps des vacances est aussi et surtout un rendez-vous avec soi-même et les autres pour essayer de grandir à travers les courants multiples et contradictoires qui traversent le moment de la jeunesse. Les centres de vacances, c'est une école de la vie. Et comme plusieurs événements sportifs annulés en raison de la Covid-19, l'édition 2020 de la Ronde tahitienne n'aura pas lieu. Elle sera donc reportée à l'année prochaine, en espérant bien sûr que la situation s'améliore. Et les gestes protecteurs, ne les oubliez pas, comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout évitez de vous serrer la main. En cas de doute sur votre état de santé, appelez le 40 45 50 00 ou le 15 uniquement en cas d'urgence. Avant de nous quitter, nous avons appris aujourd'hui, avec une grande tristesse, le décès d'Albert Kaiha à l'âge de 60 ans, des suites d'une longue maladie. Chef cuisinier de Polynésie la première, il a longtemps travaillé pour le Hayat. Albert Kaiha laisse derrière lui 4 filles et 7 petits-enfants. Une veillée se tiendra demain soir 19h à l'église de Saint-Paul à Mahina. Tout le personnel de Polynésie la première et moi-même, nous adressons nos sincères condoléances à Hélène, son épouse, sa fille, Julie et toute la famille. Un grand faïtuto. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. La Polynésie a franchi la barre des 1000 cas positifs au coronavirus et déjà 2 morts, en sachant que les funérailles d'une personne décédée du Covid-19 s'élèvent à 395 000 francs pacifiques, avec des recommandations des autorités sanitaires très précises pour les agents des pompes funèbres. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre 16 mois avec sursis pour un coup de sabre. Tahiti Info, des restrictions attaquées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.